Ok, je vais partager mon écran. Bah, bonjour à tous. Merci Laurent de me donner cette opportunité de partager ce sujet intéressant, enfin, qui, euh, qui, qui nous paraît intéressant en tout cas pour, euh, pour ceux qui sont présents, hein, forcément. Et du coup, bah, c'est avec plaisir de partager ça. Je voudrais juste vérifier, est-ce que mon partage d'écran C'est bon? fonctionne? Ouais, Ouais. Mm. super. Euh, En fait, tu m'avais proposé, il y a de ça quelques semaines, de partager ce sujet. En fait, c'est en discutant d'une manière un peu informelle là, sur un sujet, et puis on a évoqué CheckUp. Et c'est vrai que je t'avais évoqué qu'on l'avait mis en œuvre chez un client à Toulouse, et donc, c'était avec grand plaisir de partager ce sujet. Donc, ça, c'était l'année dernière. Donc, voilà, il y a un petit peu de recul pour ce client. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, moi, je ne suis pas dans cette entreprise. Donc, je les ai accompagnés. Voilà. Et donc, là, c'est vrai que la meilleure personne pour parler d'un retour d'expérience sur cette Step-up, c'est l'entreprise en elle-même. Euh, voilà, alors moi je les ai accompagnés, mais ça me semblait important de partager aussi ce sujet, même si je ne suis pas dans l'entreprise. Alors par contre, ils l'ont fait, cette entreprise, donc elle s'appelle Open Airlines, elle est à Toulouse. C'est une start-up qui est maintenant plus que start-up parce qu'ils sont 80, donc ça commence à être pas mal. Ils ont une étendue commerciale sur tous les continents. Ils offrent en fait un service, enfin, un service, hein, un SaaS, en mode SaaS pour des entreprises, pour les compagnies aériennes dont la vocation est de réduire le CO2. Euh, donc c'est un sujet très important pour les compagnies aériennes, hein, parce qu'ils ont des objectifs à atteindre à ce niveau-là. Open Airlines inscrit un peu dans le bon timing pour accompagner les airlines, les compagnies aériennes pour réduire leur CO2. Donc cette compagnie, elle a quasiment une dizaine d'années, hein, voilà, euh, il y a eu plusieurs phases euh, sur l'agilité. Donc, ils sont passés sur Scrum il y a quelques années. Et puis, s'est posé la question d'aller un peu plus loin par rapport à certains problèmes, quoi. Voilà. Mais ça, je vais le décrire un peu plus. Alors, juste pour me présenter rapidement, comme je le disais, je suis ch'ti lillois, mais migré à Toulouse depuis 12 ans maintenant. J'ai travaillé pour quelques boîtes de la métropole lilloise, hein, et depuis pas mal. Donc à Air France, j'ai passé 10 ans et dans certaines boîtes du secteur aéro. Et comme je le disais, donc à Open Airlines euh, et, et plusieurs entreprises, on va dire en croissance, quoi. Alors, je suis entrepreneur aussi sur monclassementlocal.fr, superbe plateforme qui vise à aider les petites entreprises à être mieux positionnées localement. Voilà, donc j'ai ces deux activités, coaching et puis on va dire sur le développement de ce produit, mon classement local. Voilà, alors pour notre sujet donc de ce soir, ChepUp, c'est vrai que on en entend pas mal parler. Il y a beaucoup de contenu de partage sur ce sujet. Euh, mais c'est vrai que ça reste malgré tout assez confidentiel, c'est-à-dire il n'y a pas une grosse émergence où on peut dire que ChepUp s'impose. Voilà, ça reste un peu le début, même si ça fait plusieurs années que cette démarche a émergé, hein. Donc c'est la société Basecamp qui est voilà, un éditeur de logiciels. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, comme tu le disais, Laurent, ils ont expérimenté pas mal de démarches d'organisation d'équipes et d'entreprises. Et, euh, et effectivement,
ils ont écrit ce livre, hein, Shape Up, qui correspond un peu à la manière dont ils se sont organisés en interne. Et donc, ils ont écrit ce livre en suivant les principes de Shape Up. Donc, ça, c'est rigolo aussi, avec un timing assez précis, assez contraignant, on va dire. Mais ils ont réussi à faire quelque chose d'assez clair. Et donc, je vous invite bien sûr à aller lire ce livre. Donc, il est téléchargeable, hein. Vous pouvez l'acheter aussi en version papier, mais en gros, il est en anglais, mais vous aurez pas mal de... Il est assez accessible, on va dire. Voilà, donc je vous invite à le lire, bien sûr. On va pas trop rentrer dans le détail de la démarche. Je vais surtout parler de la manière dont on l'a mis en œuvre, mais je vais quand même en évoquer les principes clés, quoi. Parce que sinon, si vous ressortez d'ici, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, bah, au moins vous aurez une idée de ce que ça représente, quoi. Parmi vous, qui connaît la démarche? Euh, Nicolas, tu avais dit que tu connaissais un petit peu. Oui, Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres d'entre vous qui connaissent? Ouais, donc Laurent aussi. Ouais, pas plus? Ok. Survol, on va dire. Ouais, ok. Ok, ok. Super. Oui, alors Nicolas, tu partages un lien. Donc il y a beaucoup, beaucoup de contenu, hein, sur Tiga, sur le ticket notamment, et puis sur des contenus YouTube. je ne Voilà. fais que partager ceux que tu as derrière toi. Ouais, voilà. Donc j'ai partagé voilà, des articles. Voilà. Donc en tout cas, avec cette démarche voilà, qui a démarré, c'est intéressant d'avoir les premiers ex. Et donc c'est ce que je vous propose de partager ce soir. On va voir sur cette démarche, on va voir les 5 points essentiels. En fait, c'est le pourquoi cette démarche Shape-up est apparue chez Open Airlines. Et on peut parler de dérives un peu qu'on retrouve aussi dans d'autres boîtes liées à Scrum. Donc, c'est pas pour critiquer Scrum, hein, au contraire, je suis un fervent, en tout cas, adepte, bien sûr, de Scrum, mais on se retrouve aussi dans des biais que cette entreprise a aussi évoqué et voilà, et c'est un peu le point de départ. Je vais évoquer les autres raisons aussi, bien sûr. Je vais évoquer la manière dont la dynamique de transformation s'est réalisée, les notions clés de Shape-up, les impacts que ça a eu, les côtés positifs ou négatifs, et un petit sujet sur bah, comment on met Shape-up dans une entreprise. Est-ce que c'est pour une équipe ou plusieurs équipes ou toute l'entreprise? Et comment on fait? Bon, il y a pas toutes les réponses à ces questions, mais il y a quand même moyen d'explorer quelques axes là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le chat Zoom. Et comme ça, moi, je les lis en même temps et je vous réponds en même temps ou plus tard en fonction des questions. Alors, je l'ai évoqué, hein, ce REX, c'est dans le cadre de la mise en place de CheckUp chez Open Airlines. Donc, c'est une start-up qui a bien grossi, il y a 80 collaborateurs à peu près. Et ils avaient un contexte Scrum depuis plusieurs années. Donc, bien assumé, hein, et bien utilisé. Donc, voilà, ça, c'est le contexte de départ. Alors, il y a ton micro allumé, Maria. Ouais. Il n'y a pas de souci, hein, mais c'est juste qu'il y a un petit bruit de fond. Mais voilà, merci. Euh, Alors, la question qui est venue sur le point de départ de changer, on va dire, sans forcément parler de shape-up, mais c'est de se dire, bon, bah, moi, CEO de Open Airlines, je me pose la question, mais pourquoi on n'arrive pas à délivrer plus rapidement? Et en fait, ce qu'évoquait le CEO, c'était de dire, globalement, il avait l'impression de livrer plus vite avant. C'est-à-dire que plus l'entreprise grossissait, ce qui était le cas avec une croissance, eh bien moins les choses sortaient rapidement.
et moins les clients percevaient enfin, des nouvelles fonctionnalités ou une valeur qui se développait comme avant. Donc avant, c'était plus rapide. Donc en fait, cette question de vitesse, enfin de vitesse et de valeur a été le premier point essentiel. Et donc, ça a été de dire, bon, bah, comment ça se fait? Est-ce que c'est parce qu'on grossit trop? Est-ce qu'on est mal organisé? Est-ce que, on est mal aligné? Est-ce qu'on ne met pas le client au centre? Enfin, toutes ces questions sont apparues. Et c'était de dire, bah, sauf qu'il faut résoudre cette question parce qu'on va encore grossir, quoi. Donc, si on n'arrive pas à résoudre ce problème, eh bien, ça va être de pire en pire, en fait. Voilà. Donc, ça a été vraiment le point de départ. Euh, et ça a été de dire, bah, comment on peut résoudre cette question. Donc, moi, j'avais accompagné cette boîte, cette entreprise sur la mise en place et l'amélioration de l'agilité et de Scrum. Et donc, on en a discuté avec d'autres personnes et c'était de dire, bon, bah, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous aider? Est-ce qu'il ne faut pas donner un renouveau? Voilà, donc ça a été la question exprimée. Alors, oui, Yacine, donc je lis ton commentaire, la complexification des process. Alors, c'est vrai qu'il y a, au final, dans cette boîte, il n'y avait pas forcément de lourdeur dans les process. Ils ont réussi à rester légers. Disons que le problème, ça, c'était pas sur cet axe-là, en tout cas, que c'était qu'on a posé les problèmes. Est-ce qu'on a rencontré des collaborateurs moins efficaces? Alors ça, c'était pas le cas non plus, au contraire, parce que la dynamique d'équipe et les collaborateurs étaient tous, et le sont toujours tous, hyper motivés en fait dans cette entreprise. Et voilà, et en fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a ce sentiment de livrer moins vite, mais en même temps, il y a une motivation forte qui reste présente, quoi. Et une implication en fait. Alors, juste pour remettre un peu les éléments, donc on l'a évoqué, le CEO a évoqué le manque de réactivité. Il y a un deuxième point aussi qui était problématique, notamment sur un sujet. Donc, je ne vais pas forcément l'évoquer dans le détail, parce que c'est leur sujet, mais en gros, il y avait un sujet qui avait en fait qui se terminait jamais. Donc ça, c'est apparemment, enfin, je l'ai vécu dans d'autres boîtes et apparemment, c'est aussi un sujet qui revient régulièrement. C'est-à-dire, en gros, on a des gros sujets qui ont été cadrés sur une période ou sur un budget et au final, ils s'éternalisent, enfin, voilà, ils se terminent jamais, quoi. Euh, donc, et en plus, avec une difficulté de savoir quand est-ce qu'il va se terminer. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'était une refonte technique qui a pris beaucoup de temps. Donc ça a été, c'était dit de la part du CEO, c'était une problématique parce qu'il n'avait pas envie de retrouver ça dans le futur, quoi. Et ensuite, un troisième point, c'était des équipes tech qui pouvaient être éloignées des équipes sales, euh, alors, sans forcément être dans la critique, mais c'est deux univers, quoi, les sales et la tech. Et en fait, dans une startup, en tout cas dans une boîte qui se développe, cet enjeu est majeur parce que le produit évolue très vite. Les sales sont obligés de montrer la différenciation avec les concurrents. Eh bien, ça posait problème. Voilà, ça, c'est les points d'entrée du CEO. Et quand on a creusé un petit peu ces problématiques de point de départ, enfin, il n'y a pas eu que le CEO. Donc les équipes sont aussi venues avec leur sujet de dire, bon, bah, c'est vrai qu'il faut qu'on change sur certains points. Donc je l'ai évoqué, hein, c'était cette notion de sprint backlog non terminé en fin de sprint, mais en fait c'était récurrent, c'est-à-dire à chaque fois, on n'arrive pas à terminer le sprint backlog. Alors vous allez me dire, c'est une mauvaise pratique de l'agilité, hein, il faut améliorer, mais en tout cas c'était un constat.
Il y avait un autre point aussi, c'était un board Kanban, un backlog Kanban sur les sujets un peu transverses du customer success, etc., qui déborde et qui fait que s'accroître. Voilà, encore une fois, là, c'est une problématique qui pesait, qui pesait sur l'équipe. Euh, ce qu'avaient évoqué les équipes aussi, c'était le fait d'avoir des sprints au final qui n'ont plus forcément d'objectifs forts, mais plutôt un enchaînement de stories qui n'ont rien à voir. Et en fait, on se retrouve avec un backlog de tickets à réaliser, quoi. Donc ça, c'est de par la complexité des produits, de par le support, voilà, il se retrouvait avec des sprints euh, sur lesquels il y avait moins de focus. Euh, Le deuxième, enfin, le quatrième point levé par l'équipe, euh, c'est aussi un paradoxe entre le besoin de fonctionnalité des PO et des PM, et voire du CEO, mais aussi des équipes qui veulent faire du refactoring. Et en fait, un genre de contradiction entre ces deux mondes qui, au final, c'était compliqué de se défendre, de défendre son morceau de part et d'autre. Donc c'est vrai que ça a été un point important. L'autre point aussi, c'est que le PO passait beaucoup de temps dans Jira à écrire les stories priorisées et au final, pas assez avec l'utilisateur. Donc ça a été évoqué plusieurs fois depuis le début, depuis 1 an, 2 ans. Enfin, ça a été de dire, bon, bah, le PO, il passe son temps au final à être avec nous, équipe, à être dans Jira, mais au final, il n'est pas avec le client. Et en fait, qui est avec le client? Bah, c'est les commerciaux. Et puis, donc là, il y a un décalage. Et enfin, un point qui était remonté par les équipes, c'est une stratégie OKR très bien mise en œuvre, mais incompréhensible pour les équipes tech, enfin, on va dire produits, quoi, les équipes produits Scrum. C'est-à-dire qu'il y a des OKR, mais d'en voir l'impact sur notre backlog, sur nos priorités, c'est compliqué, quoi. Voilà. Voilà les points de départ. Bon, ça fait pas mal. Mais en gros, c'est ce qu'on a mis sur la table euh, en faisant un petit tour, hein. On a fait 1 ou 2 workshops là-dessus, hein, ça n'a pas été très long. Voilà. En tout cas, tout le monde était d'accord pour dire que oui, il faut amener un changement par rapport à ça. Alors, dans la démarche de transformation, euh, la- ce qu'on a fait d'une manière assez simple, donc c'est parti je ne sais pas si vous connaissez le Golden Cycle, hein, j'aime bien le remettre dans ces situations. C'est en gros, mais pourquoi, c'est pourquoi on veut changer les choses, quel impact on désire et avec quoi on va le faire. Donc en gros, on a fait cet exercice, c'était pourquoi on veut se transformer, quel impact recherche-t-on et avec quoi on va le faire. Donc là, le pourquoi, bah, c'est ce que je vous ai évoqué. C'est les points que je vous ai évoqués. Donc, ouais, bah, c'est exactement ces points-là. Et ensuite, on a identifié, mais au final, qu'est-ce qu'on veut changer? Et ça, les impacts, on est un peu déjà dans une solution, c'est-à-dire, OK, mais on veut se transformer, mais qu'est-ce qu'on veut améliorer? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut améliorer la satisfaction client, le delivery, la vitesse, enfin, voilà, il y a plein de sujets. Donc, je vais pas aller dans le détail parce que ça fait partie un peu de la stratégie qui a été mise en œuvre. Mais en gros, ici, on a évoqué bah, les grands sujets d'impact qu'on voulait rechercher. Et qu'est-ce qu'on veut changer globalement dans l'entreprise, quoi. On s'est limité à 3 impacts majeurs. Ça servait à rien d'en avoir plus, c'est déjà beaucoup. Et en fait, ça permettait aussi d'avoir un discours fort pour l'équipe, de dire, bon, bah voilà, voilà ce qu'il faut améliorer, quoi. Enfin, voilà ce qu'on doit changer. Et enfin, le avec quoi, là, c'est des petits cadeaux. Donc, on a appelé ça des cadeaux au départ. C'était de dire, bah, pour réaliser ce changement et ces impacts, on va prendre des cadeaux qu'on va offrir à l'entreprise. Alors, c'est un petit peu, mais ça pose question. Mais en gros, c'était de dire,
ces cadeaux, c'est des démarches, des méthodes, des façons de faire. Et en fait, on peut ouvrir le cadeau, mais on peut aussi le refermer. On peut l'ouvrir et jouer avec et puis le jeter. Mais ça nous sert juste de matière pour aller plus loin, quoi. Et donc là, on a mis les cadeaux, c'était de dire les impacts qu'on recherche, voilà aujourd'hui les méthodes qu'on utilise dans les autres entreprises pour faire face à ces impacts, quoi. Donc il y a par exemple, là, ce qu'on a évoqué, c'est cette notion de... Ça allait très bien dans le no-code, donc c'était le truc. Mais ça a été les impact teams, le product discovery, le chep-up, donc on le voit ici, là, en bas à droite, playbook, donc ça, je me souviens plus trop ce que ça parlait, l'effectuation, la matrice BCG, le framework métrique North Star. Donc tous ces sujets, on les a posés comme cadeaux. Et en gros, avec le comité de direction, enfin les CE, les membres de chaque direction, eh bien, ils ont fait un vote, et avec les PM aussi, et puis on a évoqué, bah oui, c'est plutôt là-dessus qu'il faut partir. En gros, on a discuté un peu en disant, bon, bah voilà, shape-up, ça paraît intéressant, effectuation, mais sans aller dans le détail. C'est-à-dire que chaque cadeau, c'était un seul slide, et voilà, ça pourrait paraître intéressant. Et en gros, vers quoi on part là-dessus? Donc, il y a eu trois sujets, c'était effectuation, shape-up, impact team et discovery discipline. C'est les trois sujets qui ont été retenus. On a mis ensemble shape-up et impact team, mais on va le voir plus tard, c'est que on a mis impact team de côté, on s'est focalisé sur shape-up. Bon, peu importe les méthodes, là, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, hein. Bien sûr, on va regarder un peu comment ShapeUp s'est développé et comment on a travaillé là-dessus. Alors, sur la démarche, bah voilà ce qu'on a fait. C'est très simple, c'était une démarche en 3 mois. Bah voilà, à gauche ici, c'est ce que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire on a choisi les 3 cadeaux de départ. Et en fait, ces 3 cadeaux, eh bien, on va faire un workshop avec toute l'entreprise, donc les 80 personnes. Et en fait, on va constituer 3 groupes de travail. Et chacun de ces groupes de travail de volontaires, avec 5 à 8 personnes max, eh bien, ils vont travailler sur ces sujets. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de travail qui va travailler sur effectuation, un autre sur shape-up et un autre sur discovery discipline. Et chacun de ces groupes, c'est des volontaires. Il n'y a pas de règle. Si la règle, c'est que ça soit plutôt mixte, que ça soit pas que des techs ou que des sales, voilà, que ça soit mixte. Et en fait, en séance, là, à notre workshop, on a créé les 3 équipes. Et donc, on s'est organisé pour pour se réunir 2 fois par semaine. Donc, on est parti là-dessus. Et le but, c'était de dire, on fait ce groupe de travail, on se donne rendez-vous dans un mois. euh, et dans un mois, chaque groupe de travail va pitcher chacune des démarches, chacun des cadeaux, quoi, en fait. Donc, il y a une équipe qui va pitcher effectuation, et ils vont surtout dire, bah oui, c'est utile pour nos impacts. C'est-à-dire, en gros, effectuation, oui, ça va être très utile pour notre objectif de départ. Euh, Chep-up, pareil, oui, on pitch, mais on va aussi dire, mais oui, on pense que ça a du sens, et Discovery Discipline aussi. Donc le but, c'est d'avoir une période d'exploration pendant un mois, où les 3 groupes de travail vont partir sur les principes de la démarche, d'une manière assez légère, hein. Donc ils vont aller sur YouTube, sur Internet, ils vont creuser un peu. Euh, et c'est vraiment d'aller creuser le sujet, mais d'une manière globale, à haut niveau, quoi. Voilà. Alors, il y a un deuxième point, c'est ce que je mets ici. C'est bien d'aller creuser ce sujet, mais c'est aussi intéressant d'aller poser des questions en interne. Alors, je vais vous montrer. Voilà. En fait, en gros, on a eu un canvas ici à gauche pour chacune des méthodes. Donc, vous voyez le groupe de travail, là, il a rempli ce canvas.
sur des questions, bah, c'est quoi l'approche, à quoi ça sert, l'autonomie, etc. Et à droite, il y a eu des questions auprès des parties prenantes en interne. Et ces questions, ça a été de dire, OK, bah, Shape ça dure 6 semaines plus 2 semaines, là en tout 8 semaines. Est-ce que ce cycle te paraît pertinent dans ton cadre? Donc, c'est un exemple de question, mais il y avait plein d'autres questions. Et en fait, ces questions, c'était à eux d'identifier à qui ils vont les poser. Et en gros, chacun pouvait s'exprimer. Alors, enfin, les personnes interrogées. En gros, c'était les VP, hein, enfin, voilà, les personnes en direction de la direction, le CEO, les PM, enfin voilà. Mais on pouvait aussi interroger une personne au hasard, là, vous voyez, c'est la dernière ligne, random person. C'était aller dans le couloir et interroger n'importe quelle personne dans le couloir pour lui poser des questions sur son avis, quoi. Donc ça a été sur 2 axes. C'est quoi la méthode? Et en interne, que pensent les salariés, les collaborateurs de certaines questions qu'on se pose sur cette démarche? Voilà, donc ça a été un point super intéressant. Alors, juste pour vous expliquer, il y a eu dans leur réseau social interne, bon, bah voilà, ils ont partagé aussi les articles, donc il y avait aussi de l'échange sur Slack, et ça a permis d'avoir cette dynamique. Donc, que ça soit CheckUp ou les autres. Voilà, donc il y a eu vraiment ce raisonnement. Alors, pour la manière dont j'ai travaillé avec eux, mon but, c'était d'en faire le moins possible. C'est-à-dire, en gros, ça a été plus de travailler sur le cadencement de cette démarche, les moments clés où on se regroupe, où on travaille ensemble, enfin, où ils travaillent ensemble. Mais en fait, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout été dans la posture d'expliquer comment fonctionne ShapeUp ou Product Discipline, Discovery Discipline ou effectuation, même si c'est des sujets que je maîtrise plus ou moins en fonction des sujets. Mais mon but, c'était de pas, en tout cas, moi, j'avais pas d'intervention là-dessus. Donc, c'était vraiment à eux d'aller chercher par eux-mêmes tout le fond du contexte et de ces sujets, quoi. Voilà. Et en fait, mon but, ça a été plutôt de faire en sorte que ça soit eux qui se posent des questions de l'orga et de l'utilité de cette méthode, quoi, de telle ou telle méthode. Et ça, au final, en fait, au début, c'était assez, comment dire, déstabilisant pour certains. C'est-à-dire que j'étais la personne, entre guillemets, coach, mais je donnais pas d'avis enfin, je n'étais pas dans le conseil de la méthode. Et en fait, certains disaient, bah oui, mais il faut qu'on soit accompagné, il faut qu'on ait des formations. Et en fait, c'était de dire, mais non, là, on est aussi dans la découverte du sujet. Il faut que vous puissiez voir en quoi c'est utile. Et s'il y a des formations, on le fera au bon moment, quoi. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, faisons en sorte que ça soit vous, sans coach, qui creuse ces sujets, quoi. Euh, voilà, donc ça, c'était la première démarche, enfin la première période, pardon. La deuxième période, ça a été de dire que, euh, OK, on a ces 3 méthodes, ces 3 cadeaux. On va faire un pitch. Les 3 groupes, donc ils ont fait un pitch, encore une fois, devant toute l'entreprise. Un pitch assez structuré en mode Lean Canva, hein. Donc, en gros, je vais vous montrer. Voilà. Donc, il y a eu un pitch Canvas qui résumait les points importants. Euh, et en gros, la décision de dire, bah, nous, équipe, on décide d'y aller ou on décide de ne pas y aller. Enfin, pour nous, voilà notre avis. Il faut que Up, oui, go, on y va, quoi. Et inversement, pour les autres méthodes, bah oui, on y va. Enfin, inversement, pareil pour les autres méthodes, c'est oui, on y va. On pense que c'est une bonne chose ou on pense que c'est pas une bonne chose. Mais bien sûr en expliquant pourquoi. Et en fait, avec ces 3 partages de pitch et de points de vue, et toute l'entreprise a voté pour dire oui, on y va ou non, on n'y va pas.
avec une possibilité pour le CEO de poser un veto. C'est-à-dire que le CEO pouvait dire OK, vous avez décidé de ne pas y aller, mais je veux quand même qu'on y aille. Ou inversement, vous avez décidé de y aller, mais non, je ne veux pas qu'on y aille. Mais globalement, bien sûr, donc tout le monde a voté et tout le monde s'est positionné. Et le CEO a été, bien sûr, il a donné son point de vue, mais il n'y a pas eu de veto, quoi. Donc la décision qui a été prise, c'était l'effectuation, on n'y va pas, Chep-up, on y va, et Product Discipline, on y va. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que déjà, avant même d'avoir passé du temps à vraiment creuser ces sujets, eh bien, toute l'entreprise a pu avoir un débrief de chaque méthode de par les salariés et pas une personne extérieure. Donc moi, j'étais juste spectateur. J'avais vraiment pas participé quasiment à ce. J'ai juste introduit cette journée hein, qui était en mode séminaire donc tous les salariés ont pu découvrir ces méthodes, ce sujet, pourquoi on le fait, dans quel sens, etc. Et donc de bien comprendre, oui, on y va. Et de pouvoir aussi avoir voté, quoi. Pour Shape Up, où il y a eu des votes négatifs, hein, il y en a qui ne voulaient pas y aller. Donc ça a été aussi le moyen de s'exprimer, quoi. Voilà. Et la dernière phase là, de 1 mois et demi, euh, donc c'est l'expérimentation. Pardon, j'ai oublié une phase. Donc là, c'est la deuxième phase, pardon, j'ai été trop vite. Donc, OK, on y va avec Shape notamment. Et pendant 1 mois, un autre groupe de travail volontaire pour un peu tourner devait se poser les questions de OK, on prend Shape mais comment on va l'appliquer dans notre entreprise? Et on a seulement 1 mois pour se poser les bonnes questions. Donc, en 1 mois, à la fin du mois, là, il faut qu'on ait pu identifier bah, comment on va y aller, quoi. Donc, c'est très court. Euh, donc, en gros, il y a eu la mise en place d'un wiki pour essayer de creuser bien les sujets, enfin de les mettre à plat. Et puis, il y a eu des workshops. Et voilà, et 2 fois par semaine, le petit groupe de travail se réunissait avec ces questions-là. Et enfin, le troisième, là, ça a été de dire, OK, voilà comment on y va. Et on se donne 1 mois et demi pour démarrer réellement et mettre en place la démarche. Quitte à démarrer en mode light, euh, où toutes les questions ne sont pas forcément résolues, c'est-à-dire qu'on va se planter. Donc ça a été même un discours du CEO en disant, OK, on s'est transformé, on n'a pas pu tout résoudre. Il y a des grandes chances que là, on va démarrer le mois prochain. Eh bien, il y aura un petit côté chaotique. Et ça a été très, très important de l'évoquer, quoi. C'est-à-dire, c'est de dire, attention, on va rentrer dans une zone très compliquée, quoi. Alors, il y avait un ultimatum, c'était le mois de juillet, et il fallait surtout pas qu'on dépasse ça, parce que sinon, tout le monde partait en vacances. Et après, on se retrouvait avec un nouveau trimestre, et avec les OKR, etc. Si on loupait cette période, c'était fini, quoi. Donc il y a eu cette contrainte, mais au final qui était positive, c'était de dire attention, il faut qu'on démarre Shape Up à telle date, quoi. Voilà. Après, on pourrait dire non, on n'y va pas, hein, mais en tout cas, si on y va, quoi. Et on y va à cette date. Donc ça a été un point aussi important, quoi. Euh, Voilà, alors ça, je l'ai déjà évoqué. Alors, je lis le commentaire que tu as posé, Ellie. Ça m'intéresse de savoir comment les personnes qui ont exploré l'approche Shape-up ont vécu le fait que ce soit un autre groupe qui réfléchisse à la mise en œuvre. Et si ça a eu un impact sur la mise en œuvre. Eh bien, en fait, donc je reviens là-dessus. Effectivement, le groupe de travail qui a exploré et le groupe de travail qui a maturé en fait sur les questions de transformation, c'était pas le même. Mais en fait, c'était une volonté de l'équipe de départ. C'est en gros, enfin, toutes les équipes voulaient un peu passer le relais. Bah, déjà parce que ça prend beaucoup de temps. Et il y a eu quand même une genre enfin, d'attente forte.
Et mine de rien, de pitcher à toute l'entreprise, bah voilà, notre travail, ça a demandé quand même un peu de travail en off le soir. Et en fait, de passer le relais, ça a été de dire, OK, voilà, on passe le relais et tant mieux, quoi. Voilà. Et d'autres étaient très contents aussi de prendre le relais et de par la dynamique qui avait bien démarré, eh bien de continuer l'exercice, quoi. Donc au final, c'était plutôt eux qui voulaient que, c'est la première équipe qui voulait que le relais soit passé, quoi. Et donc, dans ta question, là, est-ce qu'il y a eu un impact sur la mise en œuvre, des ratés de communication? Alors non, pas immédiatement, euh, parce que il y a eu un groupe Slack où ils ont pu échanger, bien sûr, le premier groupe et le deuxième groupe. Et en fait, il y avait toutes les questions ont été résolues facilement, quoi. Donc, il n'y a pas eu de raté particulier là-dessus. Et donc, c'était plutôt positif, quoi. Chris, je lis ta question. À quel moment et comment CheckUp a été identifié comme une expérimentation souhaitable? En fait, c'est au tout début, dans l'aspect cadeau, là. En fait, on a posé le cadeau comme ça et au final, on ne savait même pas si on allait vraiment l'évoquer. Et ça a été de dire, bah voilà, il y a CheckUp qui se présente. Euh, et en fait, c'est quand il y a eu une discussion, mais c'est quoi CheckUp? Et on a creusé un petit peu. Alors moi, je connaissais de par les retours qu'il y a eu sur YouTube avec Tiga, le ticket, etc. Mais je ne connaissais pas plus que ça, quoi. À part la lecture du livre Basecamp. Mais voilà, et donc on a creusé un petit peu et de par les Rex, je sais que le comité de direction ont regardé certaines vidéos YouTube qui parlent de Chep-Up. Et c'est vrai qu'au moment du vote, ils ont dit, bah ouais, ça peut être intéressant. Il y a le CEO aussi C'était bien ma question, justement. qui a lu Parce le livre de que, Bacon. Ouais, pardon. que tu aies été sensibilisé à ShapeUp, ça, je vois bien l'idée. Par contre, pour le coup, que le reste de l'entreprise l'ait déjà été, ma question, c'est comment ils en sont arrivés, parce que je te cache pas que à l'heure actuelle, c'est quand même pas la première méthode qui ressort Ouais, lorsqu'on recherche, en fait. ouais, exact. Bah après, il y a quelques vidéos bien, enfin, avec des Rex qui sont assez convaincantes et qui justement ont été vues par certains collaborateurs et certains membres de la direction. Et c'est ça qui a joué aussi de se dire, bon, bah, OK, il y a des entreprises qui nous ressemblent, ça peut paraître intéressant de tester. Et en fait, là, quand on était dans le mode expérimentation, on était loin de se dire, OK, c'est ça qu'on va faire, quoi. C'était plutôt, on va juste regarder un peu plus en détail, est-ce que c'est pertinent? Et c'est vrai qu'à la fin, avec ce un mois et demi là, ici, là, le un mois, pardon, eh bien, oui, avec le pitch, oui, ça vaut le coup. Et là, ça paraît très cohérent dans notre contexte, quoi. Donc ça s'est fait progressivement en fait. C'était pas dès le début de dire ouais, c'est ça qu'il faut qu'on utilise. Euh, Merci. avec plaisir. Euh, ok, du coup, euh, voilà un peu les arguments qui étaient posés pour le fait d'aller vers CheckUp. Ça a été un besoin de changement. Donc ça, ça paraît un peu secondaire, mais au final, bah, c'est hyper important. C'est-à-dire, en gros, il y a une démarche, une organisation en place. Et bien, en fait, globalement, tout le monde avait avait ce besoin de changement. Donc ça, c'était super intéressant. Euh, il y a eu cette notion aussi du cadre appétit. Donc ça, je vais l'évoquer, hein, mais plutôt que d'avoir une estimation, budget, etc., c'était de dire, on a cette notion d'appétit. Donc ça, on va en parler. Il y a eu aussi ce ressenti, tout le monde a envie d'essayer de cette méthode. Voilà, et puis cette notion d'ownership aussi, c'est-à-dire, on va le voir aussi, ça donne beaucoup d'autonomie aux équipes pour développer le produit. Voilà, et puis il favorise les équipes intégrées, donc ça, c'était aussi un point intéressant. Bon. Voilà, donc en gros, voilà les bonnes raisons qui ont fait que ça a été mis
En tout cas, ça a été choisi. Dans la démarche de transformation, une fois qu'on s'est posé la question de chip up, OK, on y va, comment on y va? Et c'est là où on a mis en œuvre des Lean Coffee. Euh, En gros, les Lean Coffee, c'était deux fois par semaine. L'équipe, la petite équipe se réunit, mais toute l'entreprise est invitée. Et toute l'entreprise est invitée. Et qui veut y aller, y va. Donc, c'est la loi des deux pieds. En gros, on va au Lean Coffee si on a envie, mais on peut partir quand on veut, etc. Ce principe du Lean Coffee, c'était de dresser des sujets, c'est-à-dire des grandes questions, hein, comment on va faire ça, comment on va faire ça. Et en petit groupe, là, du Lean Coffee, enfin un petit groupe ou grand groupe, ça dépendait de qui était là, eh bien, d'essayer d'y répondre. Et en fait, on a résolu beaucoup de questions comme ça, quoi. C'est-à-dire un peu en mode collectif. Alors, on essayait de faire en sorte que le CEO et puis les parties prenantes importantes de l'entreprise soient présentes, parce qu'il y avait aussi des questions d'organisation, d'entreprise, des questions de budget. Et donc, il fallait que ces personnes puissent être là aussi, pas forcément tout le temps, mais à certains moments pour qu'on puisse adresser certains sujets. Ce qui était intéressant, c'est qu'on n'avait que 30 minutes pour traiter un sujet. C'est-à-dire que c'était une réunion d'une heure. Et donc, on n'avait que deux sujets, mais il fallait vraiment y aller à fond sur ces deux sujets et le traiter. Et si on dépassait, tant pis, on s'arrête. Donc ça a été à la fois éprouvant parce que c'est un peu, il y a plein de questions qui arrivent. Il y a beaucoup de stress qui se manifeste. Comment on va faire ça? Par exemple, comment on va faire le support? Les bugs qui arrivent, comment on va les traiter, etc. Et en fait, toutes ces questions, on a tenté d'y répondre pendant ce Lean Coffee. Bien sûr, il y avait plein de questions qu'on ne pouvait pas répondre tout de suite, donc on les mettait de côté. Par contre, on disait, est-ce qu'il faut vraiment y répondre avant de démarrer ou on pourra y répondre après avoir démarré? Et au final, on se rendait compte qu'il y en avait que quelques-unes qu'on devait vraiment répondre avant de démarrer. Donc ça, ça a été aussi important de bien différencier. À la suite de ces Lean Coffee, l'équipe qui a été assez formidable là-dessus, et elle a donné un vrai travail, ça a été de matérialiser tout ce qui sortait des Lean Coffee dans un wiki. Et donc, en gros, de dire, bon, voilà la phase shape, voilà comment on va fonctionner, le build, voilà comment on va fonctionner. Et en fait, là, ça a été un peu du flux tendu d'alimenter ce wiki, quoi. Donc, on n'avait qu'un mois de délai, hein. Donc, enfin, ils avaient qu'un mois de délai. Donc, c'est quand même très court. Euh, alors, Lean Coffee, Chris, tu poses la question World Coffee. Non, c'est pas exactement pareil parce que le World Coffee, on a des stands avec les équipes qui tournent sur des thématiques. Là, en fait, le Lean Coffee, c'est plutôt. Alors, je ne sais pas si on voit bien, il faudrait que je zoome un peu, mais en gros, on a des questions euh, et collectivement, on essaye d'y répondre. Et en fait, on identifie un scribe, un facilitateur, un time boxer, et on n'a qu'un délai imparti. Mais il faut qu'on traite le sujet en 30 minutes, quoi. Enfin, dans le délai imparti. Donc, ce n'est pas exactement comme le World Coffee. Ça Euh, marche, merci. Hop, je reviens sur. Voilà comment on a fonctionné sur le Lean Coffee. Pardon, sur la transformation. Donc là, globalement, on a eu pendant ce mois des équipes qui ont travaillé sur les Lean Coffee. Ils ont pu faire participer un peu tout le monde. Au début, il y avait beaucoup de monde. Après, ça s'est réduit petit à petit, ce qui est normal. Par contre, cette période, ça a été une période assez stressante parce que on n'a pas encore démarré, on se pose plein de questions et en fait, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, quoi. C'est-à-dire que toutes les questions arrivent, mais comment on va faire ça, etc. Et en fait, les réponses, en plus, en 30 minutes, c'est compliqué d'avoir des vraies réponses. Et, et donc, il y a ce sentiment de ça va être la catastrophe, quoi. Voilà. Et donc, c'est vrai que pendant cette période-là de 1 mois, la sérénité, elle n'était pas forcément là, quoi.
Donc, ça a été une période un peu de stress. Après, je vais vous expliquer comment ça s'est, voilà, un peu comment ça s'est matérialisé. Mais c'est vrai que c'est pas une période très facile dans cette transformation. Alors, je vais aborder rapidement les principes clés de ShapeUp. Par contre, je vais essayer d'aller vite malgré tout parce que euh, globalement, on retrouve beaucoup de choses sur Internet. Voilà, donc là, le but, c'est que vous puissiez comprendre un peu les perspectives, enfin la philosophie de ShapeUp. Je vais me focaliser sur certains points qui nous ont paru majeurs justement chez cette entreprise. Donc en gros, ShapeUp, c'est une phase où il y a deux phases parallèles, mais il y a un cycle majeur, le cycle et le out of cycle. Donc il y a deux cycles en parallèle. Il y a un premier cycle de 6 semaines ici, où on appelle ça Shape. Le shape, c'est tout simplement la période où on va identifier les sujets qui vont être traités ensuite dans la deuxième phase qui s'appelle build. Donc en gros, dans cette phase shape, c'est vraiment identifier le sujet. Euh, une fois que ces 6 semaines, je vais aller dans le détail, hein, mais globalement, une fois qu'on a fait cette phase de shape, on va dans une phase de bet. Et le bet, c'est tout simplement le pari, quoi. C'est-à-dire qu'on va parier sur l'un des sujets qui ont été shapés ici. Et donc, il y en a eu plusieurs. Et le bet, c'est bah, sur quoi on parie et qu'est-ce qu'on va démarrer là dans les 6 prochaines semaines. Et en fait, là, on a un comité restreint. C'est le CEO, les product managers et puis certains membres de la direction qui peuvent participer et qui vont voter sur tel ou tel sujet. Et ensuite, une fois qu'on a choisi le ou les sujets, il y a la phase de build qui dure aussi 6 semaines. Et cette phase de build va consister à mettre en œuvre le sujet qui a été choisi. Et donc, cette phase de build, il y a une clé absolue, c'est-à-dire que ça dure 6 semaines, mais ça ne dure pas un jour de plus. Donc, c'est beaucoup plus contraignant que les sprints de Scrum. C'est-à-dire que c'est 6 semaines et pas un jour de plus et pas une semaine de plus. Donc, ça veut dire que si on n'a pas fini à la fin des 6 semaines, eh bien, soit on a réussi à déployer en prod une partie, bah, tant mieux. Soit on n'a rien réussi, bah, tant pis, on a perdu 6 semaines. Et ça ne veut pas dire qu'on va continuer le sujet au cycle suivant. Au contraire, il y a toutes les chances que ça ne soit pas continué. Donc ça, c'est vraiment un élément très important de shape-up. Donc globalement, une phase de shape qui va consister à mieux définir de quoi on parle, euh, euh, quel est le sujet, en quoi ce sujet est important, quelles sont les fonctionnalités majeures, et en gros de quoi on parle en termes de fonctionnalités. Par contre, on ne rentre pas dans le détail, on ne va pas faire une spécification de ce sujet. Ce que dit le shape-up, c'est qu'on peut faire des schémas, mais au marqueur seulement, pas au stylo, au marqueur. Et ça, la granularité du marqueur, enfin l'épaisseur du marqueur nous impose de rester high level, quoi. Euh, Laurent, tu poses la question, c'est arrivé de ne pas continuer un sujet commencé. Donc en fait, en tout cas pour Open Airlines, au départ, il y a eu des ratés, quoi. Donc il y a eu des ratés. Alors bizarrement, le premier cycle, tout s'est passé à merveille. Et en fait, c'est le deuxième, troisième cycle où il y a eu des ratés. Et donc oui, ils n'ont pas pu terminer comme ils voulaient. Donc c'est compliqué parce que bah, après, c'est un autre cycle. Donc un autre cycle égale autre sujet. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir, si on ne termine pas un sujet, il va falloir le remettre sur la betting table, donc ici sur le vote
Et peut-être qu'on ne choisira pas de le continuer. Ou peut-être qu'on en choisira de le continuer, mais ce sera au regard de d'autres sujets. Mais c'est le scénario, c'est le pire scénario, en quelque sorte. Voilà, alors, pour aller un peu dans le détail, mais pour aller vite, parce que sinon je risque de dépasser pas mal. En gros, il y a cette phase de chipping, donc comme je vous l'ai évoqué, le but, c'est de transformer une idée en un pitch. Donc c'est ça la phase de chipping que je vous ai évoqué, qui dure 6 semaines. Et donc là, on va faire de la user research, on va essayer d'identifier pourquoi on le fait, est-ce que c'est le bon moment, mais on va aussi identifier c'est quoi les risques, en gros, où est-ce qu'on va se planter, euh, et on va définir aussi ce qu'on appelle l'appétit. Et donc, alors je vais aller directement dans ce slide appétit. En fait, cette notion d'appétit, c'est vraiment mis en avant par ShapeUp. Alors, il y en a qui vont trouver des ressemblances avec la démarche d'effectuation. On appelle ça une démarche effectuale plutôt qu'une démarche causale. Et en gros, on se base sur les moyens pour essayer d'atteindre l'objectif plutôt que de partir de l'objectif pour définir les moyens. Donc en fait, là, les moyens, c'est on a 6 semaines, point barre, il faut que ça rentre dans les 6 semaines. Et en fait, en gros, on va façonner euh, notre produit, enfin nos fonctionnalités qu'on appelle des scopes, on va les façonner pour que ça rentre dans les 6 semaines. Et ça, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'en gros, on a un sujet de départ, il faut que ça rentre dans les 6 semaines, point barre, quoi. Donc, cette notion d'appétit, c'est de dire, OK, ce sujet, on a un appétit de 6 semaines pour le réaliser. Et en gros, c'est un peu comme un investissement, c'est-à-dire que oui, ça vaut le coup d'investir 6 semaines. Et c'est un genre de pari, quoi, c'est un bet. Peut-être que les 6 semaines, on va se planter, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas, ça vaut le coup d'investir 6 semaines sur ce sujet, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu le principe clé de ShapeUp, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'estimation, on ne va pas aller dans le détail des sujets, et c'est au moment où on va démarrer le build où on va essayer de trouver, mais comment on va vraiment faire en sorte que ça rentre dans les 6 semaines, quoi. Voilà, et donc il n'y a pas d'estimation, il n'y a pas de backlog, et on est vraiment dans cette notion d'appétit. En gros, on a un sujet, il faut que ça rentre dans les 6 semaines, quoi. Alors, Chris, tu as une question. Est-ce que cela n'amène pas à standardiser la taille des initiatives sur du 6 semaines? Effectivement, ah bah voilà, c'est ce que j'évoque ici. En gros, il y a deux types d'appétit. Il y a un appétit qui va rentrer sur les 6 semaines en entier. En gros, c'est les sujets où on sait que, à vue de nez, déjà, on a tendance à dire que ça va dépasser les 6 semaines. Donc, en fait, en gros, c'est 6 semaines, il faut que ça rentre dedans. Par contre, on a des sujets, comme tu l'évoques, Chris, qui demandent moins de 6 semaines. Et dans ce cas-là, on appelle ça des small batch. Et en gros, ça va durer de 1 à 2 semaines. C'est des petits sujets qui sont indépendants et qui doivent rentrer là-dedans, quoi. OK, Ça veut dire Yacine. que là, tu t'engages. Ouais. Oui. Excuse-moi, Laurent. Vas-y, Ça veut vas-y. dire Ouais. que dans ce cas-là, tu vas t'engager sur 3 small batch, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Voilà. Ok. Euh, Voilà, alors la notion d'équipe et d'appétit sur les moyens, là, ça veut dire que on va se donner les moyens de réaliser ce sujet. En fait, c'est lié aux moyens qu'on va donner. Et en gros, c'est une équipe. Et une équipe, c'est quoi? C'est 2 à 3 personnes, 4, 5 max, mais c'est des équipes ultra réduites. Donc ça change vraiment de Scrum. Ou Scrum, bah, on est autour de 5 à 8. Eh bien là, c'est l'inverse, quoi. On est sur du 2, 3, 4. Et là, ça commence à être beaucoup. Donc, c'est quasiment des trinômes, des quadrinômes qui vont travailler sur les sujets.
Et donc, ça veut dire qu'on va avoir plein de petites équipes. En tout cas, dans une entreprise d'une 80, enfin voilà, eh bien, on va travailler sur plusieurs petites équipes. Euh, donc, on est vraiment sur ce sujet d'équipe réduite et de contraintes sur le temps. Euh, voilà pour cette notion d'appétit. Alors, je reviens sur le shape. En gros, cette phase de shaping, elle dure 6 semaines et à la fin, il y a un pitch. Ce pitch, il va se faire. En fait, le pitch, c'est surtout quelque chose qui est écrit, en fait. Ça va être fait à l'oral, mais au final, c'est quelque chose qui est préparé pendant les 6 semaines. Et sur un wiki, on va écrire, on va répondre à toutes ces questions. C'est quoi le problème? C'est quoi l'appétit? Small batch, big batch. Parler du résultat attendu et non du comment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend comme résultat. Il y a deux petits points là importants aussi. C'est ce qu'on appelle les trous de lapin. Je ne sais pas si ça se traduit comme ça en français, mais ce qu'ils appellent les rabbit holes et ce qu'on ne fait pas quoi, dans ce périmètre. Alors, les rabbit holes, c'est quand même important de les préciser. Oui, Chris, tu as posé la question, j'y répondrai tout à l'heure sur les équipes. Donc, les rabbit holes, en fait, c'est tout simplement, ça vient de ce petit schéma là, qui sort du livre, hein, Shape Up. En gros, on a un cycle de 6 semaines de build. Eh bien, la probabilité de réaliser le sujet dans les 6 semaines, elle est assez forte à ce moment-là. C'est-à-dire, en gros, oui, il y a toutes les chances que ça dure 6 semaines. Par contre, il y a toutes les chances aussi que ça dérive. Et en fait, ce que dit la méthode, c'est que toutes les bonnes raisons de dériver sont énormes. Et c'est comme l'herbe folle qui pousse. En fait, il y en a partout, ça pousse très vite. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que on peut avoir des trous de lapin là, et qui vont faire qu'on va tomber dedans directement. C'est-à-dire que il y a des sujets majeurs sur lesquels on a toutes les chances que ça dérive. Et c'est ça qui doit être préparé pendant le pitch, c'est de se dire, mais c'est quoi nos rabbit holes? Et en fait, qu'est-ce qui va nous éviter de dériver en termes de timing, quoi. Et en gros, c'est des questions d'architecture, de user UX ou de collaboration. Et en gros, on va essayer de trouver c'est quoi nos points noirs qui vont nous faire dériver, quoi. Et on essaye de les mettre en avant. Donc là, on peut, pendant la période de shape, aller chercher des experts pour nous aider à éviter les rabbit holes, quoi. Euh, voilà, donc c'est un point important. Il y a un deuxième point aussi qu'on appelle le scope hammering, c'est-à-dire en gros, euh, constamment, on va avoir cette herbe folle qui pousse et qui vont nous faire que ça va dériver. Mais constamment, il faut rétablir ça en donnant des coups de marteau. C'est l'image qui donne là euh, sur les périmètres, les scopes, pour que ça rentre dans les 6 semaines. Et en fait, constamment, pour contrer cette herbe folle qui pousse, il faut faire en sorte qu'il faut simplifier. Il faut remettre à sa plus simple utilité les sujets. Il faut ne pas aller trop loin dans le design, ne pas aller trop loin dans les fonctionnalités et faire en sorte que ça rentre. Donc là, on a une vraie démarche qui est vraiment différente de Scrum là-dessus. Enfin, pour nous, on l'a vraiment vécu là-dessus. C'est voilà, il faut faire en sorte de simplifier, d'être au minimum. Il y en a qui vont dire, mais oui, mais il va y avoir de la frustration derrière ces fonctionnalités hyper simples quoi, ou hyper minimalistes. Mais en fait, ShapeUp prend l'exemple du hot dog. En fait, un hot dog, quand on a faim, ça marche très bien aussi, quoi. Donc ça, oui, en tout cas, ça répond à un problème. On a faim, on mange un hot dog. Eh bien, le hot dog, il est très simple à faire. Alors peut-être qu'un jour, on fera mieux qu'un hot dog, mais pour démarrer, ça peut être pas mal. Euh, alors, je vais répondre à la petite question de Chris. Si des petites équipes ont-elles toujours les compétences nécessaires? Donc, en fait, c'est là où on rentre dans un élément clé
de Shape c'est la constitution des équipes et comment elles vont se constituer. En fait, c'est juste après la betting table, donc là, cette fameuse phase de bet où on dit on prend ce sujet, eh bien, les équipes doivent s'organiser pour être les plus complémentaires sur les compétences et les plus adaptées sur les sujets. Et donc, il y a un genre de volontariat ou de positionnement, alors qui peut être aidé par d'autres personnes, hein. Mais en gros, c'est voilà comment on va se positionner sur tel sujet. Et bien sûr, on va regarder les compétences. Il faut éviter d'avoir deux front-end dans l'équipe et pas de back-end si le sujet traite du front-end et du back-end. En fait, il faut que l'équipe soit autonome. Donc ça, c'est le point un peu compliqué. Voilà, alors, bon, je l'ai un peu parlé. Excuse-moi, ça veut dire que les équipes sont rebattues toutes les 8 semaines? Oui, exactement, c'est ça. Donc, toutes les 8 semaines. Donc, ça, c'est ce que je vais évoquer aussi. Ça demande une dynamique, mais complètement différente que de Scrum ou de l'agilité. C'est que toutes les 8 semaines, on change complètement la constitution des équipes. Voilà. Donc, je vais revenir sur ce sujet rapidement, mais voilà, et c'est obligatoire puisque chaque sujet est nouveau, quoi, en quelque sorte. Voilà, donc sur la betting table, pour résumer, c'est on choisit le sujet. Bon, là, je vais un peu vite et j'ai l'impression de survoler un peu les sujets, mais encore une fois, vous allez retrouver sur Internet les principaux éléments. Pour la phase de building, je vais quand même parcourir les points essentiels. Les points essentiels, c'est qu'on va prendre l'idée de départ et on va la découper en scopes. Et ces scopes, il faut qu'ils soient terminés complètement au lieu de tout faire en parallèle. Bon, ça, Scrum le met déjà en avant, hein, cette notion de user story. Il faut qu'une user story soit complètement terminée avant voilà, d'en faire une autre. Mais là, c'est vraiment un point majeur. C'est-à-dire, le risque, c'est d'avoir tout commencé et d'avoir rien fini, bien sûr. Donc là, bon, pour ceux qui connaissent bien Scrum, il n'y a pas de grande surprise, mais c'est fondamental, en tout cas dans ShapeUp. Voilà, donc il faut avoir tout fini avant de commencer des sujets d'une manière parallèle, quoi. Alors, ça reste assez compliqué malgré tout, parce que un sujet back-end peut prendre plus de temps qu'un sujet front-end pour la même fonctionnalité. Donc là, comment on travaille, quoi. C'est pas évident. Il y a un point important quand même, très, très important, c'est le definition of done, enfin, ce qu'on pourrait appeler definition of done d'un cycle de ShapeUp. Il intègre bien le fait qu'il soit testé et déployé pour le déployer. Alors, pas forcément en prod, enfin, pas forcément à disposition du client, mais déployé en prod et testé. Donc, ça, c'est un point important. Donc, ça veut dire qu'il faut bien intégrer à cette notion de test. L'équipe est complètement autonome dans la réalisation de ce sujet. Et donc, il n'y a plus de backlog, il n'y a pas de tâches. Alors, il y en a qui mettent quand même un backlog, mais en gros, c'est vraiment l'équipe qui définit. Il n'y a pas le PO qui décide pour l'équipe. C'est vraiment l'équipe qui définit les sujets qu'elle veut traiter, quoi. Enfin, comment elle va y arriver. Tu as une question, Nicolas. Donc, du fait, tout le monde discute durant le chipping, hein. Oui, Alors, non, comme tu rebats les cartes au niveau au niveau de chaque équipe, de chaque session de building, les personnes qui sont dans le shape et qui vont avoir des questions à poser dans le shaping, c'est pas forcément elles qui vont builder. non, pas du tout. Alors, effectivement. Donc là, c'est même vraiment des personnes différentes. C'est-à-dire que, d'ailleurs, là, voilà. Et d'ailleurs, les équipes tech, ils travaillent en même temps sur le build du cycle précédent. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui font le shape, c'est pas ceux qui font le build. Les personnes qui font le shape, ça va être en général des product managers, des experts seniors. Ça va être des personnes qui peuvent être de la tech. Enfin, ça peut être un data scientist ou un lead tech. Mais en tout cas, c'est pas les personnes qui sont ensuite dans la phase build.
même s'ils peuvent, bien sûr, participer au shape ou bien occasionnellement être dédiés au shape. Mais globalement, ce n'est pas les mêmes personnes. Et donc, pour répondre à ta question, là, pendant cette phase de shape, c'est des personnes dédiées et ils vont poser des questions quand même aux personnes build, donc c'est par exemple aux développeurs ou aux designers. Donc, les personnes du build ici, ils vont être en support du shape. Mais inversement, pendant le build de la phase suivante, les personnes du build peuvent demander aussi des infos des personnes qui ont shapé en fait le sujet. Donc en fait, chacun est au support de l'autre dans la phase parallèle, quoi. Voilà. Je ne sais pas Mhm. si ça répond à ta question. Du coup. Oui, c'est ça, oui, oui. Ouais, C'était comme on n'a pas d'équipe fixe, c'est ouais, pas en fait, il n'y a pas réellement de shit in, shit out en quelque sorte. ouais, T'as intérêt à bien shaper parce que de toute façon, c'est pas toi ouais, qui va builder, donc ouais, euh, exactement. Et c'est pour ça que le pitch, c'est pas juste un pitch, c'est vraiment quand même une définition là, ici. Il y a quand même, on va assez loin quand même dans la définition, mais pas dans les fonctionnalités, pas dans le technique, pas dans le détail. Mais il faut que ça soit clair sur les intentions, quoi, en tout cas. Ou, il y a Il y a des quelque exemples. chose de... Ouais, Excuse-moi. pardon. Ouais, Je veux pas te pourrir le cycle, le fil conducteur de ton truc, hein, mais non, non. il y a quelque chose pour formaliser ces échanges, pour le coup, entre Alors, il ceux qui ont dit préconise qu'il un fallait faire wiki. et ceux qui vont faire? Il préconise un wiki et en fait, il préconise, bah, c'est ce que je mets ici, là, doit se préparer en amont. Et en fait, il préconise un wiki où on va écrire le pitch et en fait, chacun va amender, commenter et réagir sur le pitch d'une manière asynchrone. C'est-à-dire que, en gros, il y a une publication du pitch et on va pouvoir donner son avis. Et en fait, tout le monde peut donner son avis et en prendre connaissance. Et c'est pour ça que normalement, les collaborateurs de l'entreprise, en tout cas ceux qui sont dans le bête, ils connaissent tous les sujets parce qu'ils ont été sur le wiki et ils ont donné leur avis. Et après, chacun peut aussi aller voir les sujets qui se préparent sur ce wiki, quoi. Mais ça se fait de manière asynchrone, en tout cas. Voilà. Donc, en fait, ce qui est préconisé par CheckUp, c'est vraiment cette plateforme, enfin, cette notion asynchrone et en mode wiki, quoi. Et de ton expérience, là, par exemple, le fait d'avoir cette séparation entre ceux qui shape et ceux qui build derrière, ça crée pas un peu des fois des problématiques, justement, la compréhension, des manque d'adhésion peut-être dans les Ouais. décisions qui sont prises ou les choix qui sont faits? Ouais, alors bah, chez cette entreprise, il y a eu des améliorations cycle après cycle sur cette question-là. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, au début, c'était waouh, c'est pas assez clair, c'est pas. C'est-à-dire en gros, on se retrouve avec une patate, on ne sait pas comment la démarrer. Et voilà, et donc ça a quand même, en fait, ça fait partie de l'amélioration continue. Et en gros, de dire bah, comment on va améliorer les shapes pour que ça puisse mieux se faire. Et c'est surtout une histoire de collaboration, effectivement. Donc là, c'est plus comment on fait pour améliorer ça. Ouais. Mais oui, c'est un sujet, du coup, euh, un sujet d'amélioration continue. Je dirais pas que c'était un sujet compliqué, qui a posé problème, mais c'est un sujet qui a demandé de l'amélioration. Merci. Euh, Voilà, dans la phase de build, alors voilà, je vais quand même résumer avec ce petit schéma. Euh, euh, En fait, il n'y a pas de backlog. Par contre, ce qu'évoque ShapeUp, c'est de travailler sur cette notion de colline. Euh, et en fait, c'est le hill chart. En fait, ils ont même rendu en produit hein, en fait, cette notion de hill chart. Et en gros, un peu comme Jira, on a l'équivalent côté Basecamp du hill chart. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que le travail dans le cycle, c'est un peu comme une colline. C'est-à-dire qu'il faut monter la colline. Et là, c'est hyper compliqué. Et oui, on le confirme, hein, ça a été compliqué, en tout cas chez Open Airlines. C'est-à-dire qu'en gros, le plus compliqué, là, c'est la montée de colline. Alors, pas les premiers jours. Les 3 premiers jours, c'est facile. Mais après, ici, là, c'est vraiment compliqué de réduire le scope, de comprendre ce qu'on fait, etc. Et après, au final, bah, une fois qu'on a bien cadré ce qu'on voulait faire,
bah là, la descente, elle est plutôt facile. Alors, sauf à la fin, où bien sûr, comme toujours, on est sur cette échéance. Mais le plus compliqué, là, c'est vraiment le début de phase, quoi. Voilà. Donc, on lève les inconnus dans la montée, on prépare la recette, et en fait, dans la descente, on fait la recette. Et c'est un peu l'image de la recette qu'évoque Chep-Up. Voilà, et tout ça pour dire qu'on n'est pas comme dans du Scrum où on va prendre les tickets, les stories, et puis on va les réaliser. Là, il y a cette notion de dire, on prend le temps vraiment de scoper les sujets, de les réduire, de les découper pendant la moitié du cycle. Enfin, pas la moitié du cycle, mais la moitié du cycle de chaque sujet, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Et on va avoir ce petit schéma là avec des ronds de couleurs, où chaque rond de couleur, c'est le scope, c'est une fonctionnalité, quoi, en fait. Euh, voilà. Alors, je ne l'ai pas évoqué, mais il faut que je me dépêche un petit peu parce que là, je suis un petit peu en retard. Mais en gros, il y a le cooldown. Donc, le cooldown, c'est la phase qu'on a ici entre deux phases de build qui dure 2 semaines et l'équipe fait une pause en fait. Donc, ça, dans Scrum, ça paraît incroyable, hein. Ce serait comme faire une pause entre deux sprints. Mais là, en fait, on fait une pause dans le sens où les équipes sont libres de réaliser ce qu'elles veulent, que ça soit de l'innovation, des nouvelles idées, pourquoi pas des bugs, mais en gros, elles sont libres. Voilà. Donc ça se définit aussi, voilà. Nicolas, Scrum Life compare le cooldown au Slack Day. Effectivement, le Slack Day, c'est dans le sens où on cherche à s'améliorer et à faire autre chose que du backlog, quoi. Ouais. Exactement. C'est une bonne chose. Voilà, donc en tout cas, c'est apprécié, hein, ça a été apprécié là, par les équipes et ça n'a pas été du tout remis en cause. Par contre, ils se sont un peu améliorés sur qu'est-ce qu'on met dans le cooldown. Voilà, c'est pareil, hein. Alors, pour terminer, quels sont les impacts qu'il y a eu sur cette organisation? Alors, il y a ce petit schéma. Je m'étais forcé à le faire, mais en gros, toutes les semaines, j'ai envoyé un questionnaire à toute l'entreprise et chacun pouvait répondre. Et il y avait deux questions très simples, hein, ou trois, je me souviens plus, mais en gros, c'est quoi votre degré enfin, quel est l'impact de la démarche Shape-Up? Est-ce que ça a un impact positif sur l'impact ou bien est-ce que j'ai des doutes? C'est-à-dire que euh, est-ce qu'on observe une transformation positive ou bien est-ce que j'ai des doutes? Et donc de 1 à 5, on a eu ce petit graphique-là. Et en fait, comme je vous le disais, il y a eu des périodes juste avant l'été, là, avant que ça démarre. En fait, bizarrement, tant que ça n'a pas démarré, il y a des craintes énormes et il y a un stress qui se déploie dans toute l'entreprise, quoi. Et donc là, on était un peu dans le stress avec tout ça. Et puis au final, quand ça a démarré, eh bien, ça a fait que s'améliorer, quoi. Et donc j'ai arrêté les questions là c'était quand fin août, mais en gros, on a fait aussi des Rex. Voilà. Voilà, c'est pas moi qui les ai faits, c'est les collaborateurs. Moi, j'ai même pas participé du tout à ça. Mais en gros, ils ont fait des Rex. Et la bonne nouvelle, en tout cas, enfin, pour moi, c'est l'une des meilleures nouvelles, c'est que 99% des personnes qui ont participé à ces Rex, hein, globalement, ils ne veulent pas revenir comme avant. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Ces Rex ont permis d'amener des custos liés à cette entreprise, hein, à Open Airlines, qui n'existent pas dans ChipUp. Mais voilà, c'est par exemple ce qu'ils appellent la Christmas Table. Donc en gros, c'est la liste au Père Noël, quoi. En gros, c'est d'avoir une réunion, enfin un comité qui choisit avant, qui va faire un frame, hein, un framing en fait, des sujets qui vont être shapés ici. Voilà. Et ça, j'ai vu dans d'autres ex, apparemment, c'est vraiment ce qui manque dans ChipUp. Donc c'est vraiment un point important. Donc ça a été ajouté. Et la deuxième chose
qu'on a ajouté. Et on s'est basé sur Team Topologies pour là-dessus, pour mettre en œuvre ce point-là. C'est Open Airlines a ajouté ce qu'ils appellent un off-cycle, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une équipe dédiée qui est en off de ShapeUp et qui va faire le support et des sujets d'amélioration technique. Et en gros, pardon, et en fait, c'est faire du support, mais surtout, c'est-à-dire que c'est pas que du support, c'est aussi faire en sorte de réduire le support. En gros, pourquoi on a du support et donc du helpdesk, mais aussi du support, des bugs. Et en fait, c'est avoir aussi des démarches d'amélioration, donc d'automatisation, etc., quoi. Et ça, c'est du off-cycle. Et c'est une petite équipe, un peu plus grosse quand même, de 4-5 personnes de mémoire, hein. Ils ont peut-être évolué, mais en gros, qui fait du off-cycle. Par contre, cette équipe-là, peut-être qu'au cycle suivant, elle va faire du build. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes, bien sûr. Et donc ils adorent en fait, et tout simplement parce que ça permet aussi de se poser un peu après la phase de build, de faire autre chose, et ça permet aussi aux nouveaux arrivants de découvrir les sujets en mode support, quoi. Voilà. Pour terminer, j'ai quasiment terminé. Euh, c'est quoi les impacts positifs? Le premier, ça a été une meilleure visibilité par le CEO. Donc le CEO est très très satisfait en fait de cette démarche. Une visibilité et surtout un alignement vertical. En fait, l'alignement, il est obligatoire dans la phase de bête. Bon, bah, on a un alignement clair et net de ce qui va arriver, de ce qui a été choisi, quoi. Euh, donc le off-cycle, c'est positif. Le côté dev, ça a été positif aussi. Il y a moins de... ce qui a été relevé aussi, c'est que avant, les équipes Scrum devaient aussi gérer un Kanban de support. Et là, ils ont plus à gérer ça parce que c'est fait avec le off-cycle. Donc, ils sont vraiment dans le cycle. Les impacts négatifs, et on a été très vigilant là-dessus. Oui, pour répondre à ta question, Nicolas, le off-cycle, c'est une équipe tournante aussi, oui. Ouais. Donc ça, l'impact négatif, enfin, l'impact sur lequel il faut être vigilant, c'est le stress. Et ça, dans les vidéos qu'on a pu regarder, ça a été l'un des premiers points sur lequel il fallait être vigilant. Et donc, on l'a été c'est-à-dire on savait que c'était un point sur lequel il fallait être vigilant et ne pas tomber dans un surengagement ou dans un stress qui n'est pas durable, enfin qui est soutenable, en fait. Et donc, on a bien cet aspect-là et il faut être vigilant avec ça. Donc, voilà. Et globalement, on essaye de questionner aussi les équipes. Je sais qu'il y a un travail qui est fait là-dessus pour savoir si globalement, tout ça, c'est soutenable, quoi. Mais oui, apparemment, il y a pas eu, il y a pas eu de problématique là-dessus. Nicolas, tu nous disais, tu nous partageras les vidéos que tu avais explorées en amont. Ah oui, d'accord, très bien. Voilà, les difficultés, c'est la montée de colline. Voilà, et l'opportunité, en tout cas, c'est un contexte, voilà, ça colle bien avec le contexte de l'entreprise. Comment ça se couple aux OKR du fait? Alors, effectivement, il y a eu, alors, donc cette entreprise a, depuis longtemps, hein, a mis en œuvre une démarche OKR générale, hein, pour l'entreprise et sur les produits et les services. Ça a été une question assez rapide, enfin, qui est vite arrivée. Étonnamment, c'était parmi les questions qu'on pouvait traiter après avoir démarré. Donc, on ne l'a pas traité avant. Donc, on a démarré, puis après, on s'est dit, bah, waouh, comment on fait? Et en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait quand même cette question de synchronisation entre les OKR, qui sont tous les trimestres, et les cycles, en fait. Voilà. Alors, globalement, je crois que Open Airlines, mais je ne voudrais pas m'aventurer là-dessus parce qu'il y a eu des changements. Mais en gros, ils ont raccourci, je crois, le cycle
pour que ça colle avec les OKR. Et là, il y a une synchro. Là, il y a une synchro entre les OKR, c'est-à-dire tous les trimestres, et les cycles. Mais ils ont pris en compte aussi les congés. Il y a une histoire, voilà. En tout cas, voilà, sans rentrer, parce que je ne suis pas au courant exactement de ce qui a été évoqué là récemment. Mais globalement, il y a cette question de la synchro, ouais. Ouais. C'est-à-dire, l'idéal, c'est d'avoir les OKR en amont de la betting table pour qu'on puisse, à la betting table, avoir les OKR assez récents, quoi. Voilà, ceux du trimestre, quoi. Ouais. Voire même à la Christmas Table. Alors, voilà, alors, voilà. Si c'est qu'une fois par an, Probablement. c'est trop Ouais, loin pour les OKR. ouais, ouais, exactement. Voilà, je ne saurais pas te dire exactement comment ça s'est synchronisé, mais il y a cette synchro, en tout cas, ouais. Ouais. Après, il y a eu la synchro dans le sens inverse, où les OKR, est-ce qu'on les organise autrement? Tous les semestres, par exemple. Mais non, ils sont restés sur un trimestre et au final, je crois que ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Ok, merci. Euh, alors, pour la question du passage à l'échelle, il y a deux questions, hein. Enfin, globalement, c'est est-ce qu'on met ChapUp sur une seule équipe ou bien sur un produit ou sur plusieurs ou sur un service ou toute l'entreprise. Donc ça, c'est la première question. Et ensuite, il y a un peu la question du passage à l'échelle sur les dépendances qu'il peut y avoir entre les produits et comment on gère ces dépendances. Merci Ellie, oui, avec plaisir. Euh, et un peu comme Safe aujourd'hui, hein, est-ce que le passage à l'échelle de Scrum, bon bah voilà, on doit gérer des dépendances, on a un PI planning, etc. C'est vrai que c'est intéressant de se poser cette question-là à l'échelle d'une entreprise. Bah, comment est-ce que ChapUp est adapté, quoi. Alors bien sûr, on n'a pas les réponses toutes faites. Euh, voilà. Par contre, il y a déjà cette première question, est-ce que ChapUp c'est agile? Et en gros, qu'est-ce qui n'est pas agile dans ChapUp? Parce que qui dit agilité à l'échelle enfin, bah, dit agilité. En gros, ChapUp, dans sa démarche, en tout cas, il est itératif incrémental. On a une obligation de faire des concessions et en gros, on est sous la contrainte, un peu comme un sprint. Et donc, ça, je trouve ça, enfin, en tout cas, c'est très agile, hein, d'avoir une échéance à court terme, de délivrer d'une manière courte, à courte échéance. Donc ça, c'est intéressant et c'est agile. La responsabilisation de l'équipe est très forte et on peut dire que c'est très agile. On donne toutes les clés du camion à l'équipe pour atteindre le résultat. Euh, donc, le job, c'est plus de réaliser un backlog, mais vraiment d'avoir un impact le plus fort dans le temps imparti. Là où c'est agile aussi, c'est sur cette notion de focus fort. C'est une chose à la fois, on se focalise. Donc ça, on est vraiment sur quelque chose de fort là-dessus. On a un alignement fort où on oblige à arbitrer entre le CEO, le PM. On a une collaboration forte sur cet alignement. Bon, bah, il n'y a rien de plus agile derrière ça. Euh, et pour les grands projets, alors ça, c'est un sujet que je vais aborder après. Donc voilà. Et ce qu'on pourrait évoquer comme n'étant pas agile dans le ShapeUp, bah, le premier point, hein, c'est le changement d'équipe à chaque cycle. Euh, on pourrait, bah, l'agilité dit qu'on doit avoir une équipe stable sur la durée, et c'est comme ça qu'elle est performante. Tout simplement parce qu'on en rajoute une personne, et bien, ça déstabilise, il faut, voilà. Ou on en enlève une. Voilà. Euh, En fait, je pense que là, en fait, il y a un contexte intéressant pour dire que ChapUp peut amener à une stabilité, même si on change à chaque cycle, dans le sens où les personnes, au bout d'un moment, elles vont commencer à se connaître. Et en fait, c'est ce qui se passe à Open Airlines. C'est qu'avant, au final, elles ne se connaissaient pas trop parce qu'elles s'étaient assez silotées par produit.
Et là, au final, quand elle change, bon, bah, elle se retrouve quand même avec des personnes qu'elle ne connaissait pas, mais de plus en plus, elles se connaissent. Et en fait, mine de rien, il y a quand même cette stabilité, entre guillemets, dans la collaboration qui va faire qu'il y a une adaptation qui va se faire en fonction des personnes. En tout cas, dans l'expérience d'Open Airlines, ça a été questionné clairement, hein. Est-ce que ce fait de changer d'équipe toutes les 6 semaines pose problème? Eh bien, pas du tout. Et au contraire, ils ont évoqué que c'était un point vraiment positif par rapport à avant. Voilà. Alors après, à voir si sur la durée, c'est quelque chose qui pose problème sur la durée. Mais en tout cas, là, sur le départ, euh, ouais, d'accord, Nicolas, tu as évoqué cette notion de manifeste, ouais. Que c'est surtout au manifeste qu'on évoque cette stabilité. Voilà, en tout cas, CheckUp. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le manifeste ne parle pas de Oui, pardon, stabilité c'est des surtout équipes. Scrum. Voilà. Pardon. La preuve, c'est que Fast Agile dit aussi que les équipes, elles se forment à chaque cycle, et voire même les cycles ne sont pas des cycles réguliers, quoi. Ouais, ok. Ouais, merci, désolé, ouais, j'ai lu de travers et j'ai lu rapidement. Mais oui, tu as tout à fait raison. Donc voilà, donc en gros, CheckUp, il y a bien cet aspect-là. Il y a un deuxième point qu'on pourrait évoquer, là je l'ai mis un petit air d'effectuation. En fait, l'agilité, on se base malgré tout sur un but à atteindre et on va identifier des moyens, un nombre de points, et, mais globalement, on doit atteindre cet objectif, mais on va l'adapter bien sûr avec l'agilité. Et il y en a qui disent que CheckUp n'est pas agile parce qu'il est effectual, quoi. C'est-à-dire que en gros, on part des moyens et avec un objectif, et au final, on ne sait pas trop ce qu'on va obtenir à la fin. Donc, c'est quand même différent de l'agilité. Voilà, après cette grande discussion, voilà, on pourrait y discuter longtemps, je pense. Au final, à la fin, on a des features qui correspondent à l'impact voulu, quoi. Alors, la question de savoir si on peut tout basculer ou pas, ou une seule équipe ou plusieurs équipes. Bon, en fait, très vite, hein, à Open Airlines, on s'est posé cette question et en fait, de basculer qu'une équipe, c'est impossible puisque à chaque build, on forme l'équipe d'une manière différemment. Parce que les sujets du bet sont différents. Et en plus, on doit avoir une petite équipe qui corresponde vraiment au sujet qui est priorisé, quoi, hein, qui a été choisi. Et donc, on ne cherche pas à avoir une grosse équipe, 8 personnes, où on va avoir toutes les compétences, quoi. Et donc, à chaque fois, on a une toute petite équipe qui colle le mieux au sujet et qui va évoluer. Donc, c'était impossible à Open Airlines d'avoir une équipe de check-up qui change toutes les 6 semaines et qui va piocher dans les autres équipes. On pourrait imaginer un produit qui fonctionne comme ça, mais au final, c'est les mêmes questions, quoi. En gros, euh, ça pose des difficultés pour se synchroniser avec les équipes Scrum. Euh, donc globalement, euh, là, ce qui a été choisi, c'était de tout basculer en même temps, dans le sens où bah là, on a un vrai impact. Voilà. Alors, Open Airlines, c'est 80 personnes. Mais imaginons, par exemple, à Air France, c'est impossible de transformer toute l'entreprise et de mettre, ou bien un Decathlon. Ouais. Par contre, c'est pas possible au niveau de l'entreprise, mais ça peut être possible au niveau d'un périmètre quand même conséquent, où là, par exemple, tout ce qui est digital, bon, bah, pourquoi pas basculer en chip-up sur les produits qui ont une façade euh, digitale forte en B2C, par exemple. Voilà, donc en gros, euh, il peut y avoir ces questions-là, un peu comme un train dans Safe, hein, bah, de passer tout un train, enfin tout un périmètre, toute une chaîne de valeur en fait dans ChipUp. Voilà, possible au niveau d'une value stream. C'est exactement ce que tu évoques, Nicolas. Donc en fait, d'avoir une chaîne de valeur
et donc de se baser sur cette chaîne de valeur pour basculer un périmètre entier en Shape-up. Bon, c'est des questions, enfin, c'est des idées, hein, mais après, voilà. Merci David pour ton retour. Sur la question du passage à l'échelle aussi, c'est posé de la localisation aussi dans les espaces les open space, les espaces de travail. Eh bien, par exemple, à Open Airlines, toutes les 6 semaines, hein, enfin, et plus exactement toutes les 8 semaines avec la cool down, eh bien, toute l'équipe change d'équipe, mais change de bureau. Et donc, il y a un nouveau plan qui est établi toutes les 8 semaines. Donc ça, en termes culturels, voilà, ça change radicalement les choses. Et en tout cas, ils trouvent ça, enfin en tout cas, les équipes trouvent ça très bien. L'impact sur l'organisation, là, Nicolas, ta question. Alors effectivement, il y a eu des questions sur notamment les PO, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on se positionne, comment se positionne-t-on, mais aussi les responsables, les managers. Voilà. Mais au final, il y a eu peu d'impact réel sur l'organisation hiérarchique RH. On est plutôt dans un mode matriciel où il y a cet aspect RH et l'aspect eh bien, shape-up, où les équipes se forment. Mais au final, tous les coéquipiers data scientist, ils ont un manager data scientist. Les PO, ils ont un head of product. Bon, bah, au final, ça a peu bougé sur l'organisation hiérarchique. Maintenant, je ne suis pas au courant là, depuis 3 ou 6 mois, là, enfin, depuis le début de l'année. Peut-être qu'il y a eu des évolutions, mais en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Mais c'est une bonne question, en effet. Euh, Si on parle d'agilité, enfin de shape-up à l'échelle, il y a surtout cette question de super projet. Qu'est-ce qui se passe pour les super projets? Et en fait, on peut appeler ça des super appétits. La différence entre shape-up ou d'autres projets à l'échelle où on va avoir une roadmap sur le long terme euh, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la philosophie de ShapeUp, ce que dit Basecamp, c'est que toutes les 8 semaines, avec la betting table, on prend les sujets chauds. Et donc, oui, on peut avoir une roadmap, mais une roadmap client. Mais au final, ce qui compte, c'est toutes les 8 semaines, on a quelque chose de nouveau. Et en fait, on priorise en fonction de là, des sujets, enfin, de notre réflexion en cours, quoi. Et en fait, le super appétit ou les grands projets, ils peuvent avoir une existence, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas déterministe et que toutes les 8 semaines, on va remettre en cause les priorités. Et donc, on va plutôt se baser sur une métrique ou quelque chose des OKR, par exemple, pour avoir une étoile, hein, l'étoile du Nord, ou quelque chose d'équivalent pour nous orienter. Et au final, on va plutôt essayer de suivre une métrique ou un indicateur clé pour euh, plutôt qu'une roadmap bien détaillée, quoi. Enfin, ouais. Euh, et, euh, et la question aussi de savoir, bon, bah, imaginons on a un sujet qui risque de durer 6 mois, eh bien, il faut quand même avoir cette notion où peut-être que le sujet va durer moins ou plus, parce que toutes les 8 semaines, on va prioriser ce sujet parmi d'autres, en fait. Voilà. Et donc, c'est beaucoup moins déterministe sur la façon dont on va planifier les sujets, les gros sujets, quoi. Voilà, donc ça, c'est un sujet important et en tout cas, qui a beaucoup questionné aussi à Open Airlines parce qu'il y a des sujets d'envergure qui durent plusieurs mois, voire plusieurs années, et donc c'est comment on les traite. Donc, voilà, il y a cette question de super appétit qui se creuse, même si euh, voilà, même si c'est vraiment un élément stratégique.
Nicolas, tu donnes la remarque. Il me semble que Laurent a dit que c'est la même chose que pour le build. Non, je répondais à la question de Chris. Ah, pardon. Ouais, c'est Ah, Nico pardon, qui j'avais n'avait pas vu. manifestement pas été attentif à quelque chose. Le brassage opportuniste des personnes a été évoqué, oui. D'accord. OK. Voilà. Alors, le dernier slide. Donc là, c'est la parenthèse à l'échelle est fermée, mais en gros, il y a quand même un point, enfin, en tout cas dans la réussite de la transformation à Open Airlines, ils l'ont partagé eux-mêmes, hein. Ils font des conférences de partage à la French Tech, par exemple. Ils ont partagé sur la mise en œuvre de CheapUp. Et donc, c'est positif. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect favorable. Donc, et que c'est pas anodin dans cette transformation, c'est que le CEO était lui-même partant non pas de prendre Up, mais de se transformer, enfin, d'avoir quelque chose qui nous emmène vers un impact différent vis-à-vis des clients, quoi. Et donc, il était partant aussi pour prendre ce risque. Donc ça, c'est vraiment un élément important, c'est-à-dire que le CEO a évoqué, oui, on risque d'être dans une période de chaos quand on a démarré Up. Et ça, c'est quand même assez remarquable d'avoir cette posture et de pouvoir aussi réduire le stress en disant, OK, ça va être compliqué, on va se prendre les pieds dans le tapis, mais on prend le risque, quoi. Voilà. Donc ça, c'était assez important. Le deuxième point, ça a été aussi que les collaborateurs ont mis les mains dans l'orga et dans comment on s'organise, et pas un coach externe qui fait tout, quoi. Il n'y a pas de coach interne, hein, il y a pas, voilà. Donc c'était vraiment les collaborateurs dans leur métier, hein, les PM, les techs, etc. Euh, dans la posture, ça a été d'accepter de perdre une situation quand même stable avec Scrum pour aller vers l'inconnu. Donc ça a été le stress un petit peu, voilà. Il faut des équipes partantes malgré tout, avoir des personnes volontaires pour porter cette dynamique et une culture du changement. C'est-à-dire qu'une culture de changement, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est plutôt de dire, oui, on accepte d'explorer des nouvelles organisations de travail sans forcément prendre des cadres tout faits, tout propres, et voilà. Et en gros, on accepte de prendre des risques. Voilà. Donc ça, c'est de par les collaborateurs aussi. Voilà, donc ça a été, en tout cas, je pense que ces points-là sont des points importants qui ont permis de se dire, bon, bah oui, on peut y aller, on a réussi quand même à passer ces étapes, quoi. Voilà pour ma part, j'ai bien dépassé quasiment 1h45. J'en ai. Bah, c'est pas Ouais, grave, c'était passionnant. Merci beaucoup pour ce partage. Moi, j'étais agréablement surpris au-delà de ShapeUp, c'est comment tu as amené, euh, comment ça a été introduit, toute cette partie transformation était aussi ouais. qui peut être inspirante, même bah, évidemment pour d'autres méthodes. Je trouve que c'était passionnant. Bah, merci Laurent pour cette présentation. Merci à tous. En Merci fait, à toi. ça clôture cette première année de Meetup sur l'entreprise agile, Ouais. puisqu'il va être temps de prendre des vacances et de prendre du recul par rapport à tout ça. Et bah, je vous dis tous à bientôt, à la rentrée en septembre, au travers du Meetup et sûrement avant pour les autres. Bah, merci à vous en tout cas, et merci à toi Laurent pour l'organisation de ce meet-up. Ça C'est top. marche. Merci à À Merci aux deux tous. Laurent et bel Salut. été à Merci. tous. Salut. Ouais, bel été à tous. Ouais. Ouais, Bel bon été. match.